Alors, pour mieux capter à l'intérieur, il faut travailler cette couverture mobile. Alors, à l'intérieur, c'est quoi? C'est les bâtiments, c'est les bureaux, c'est chez soi. Quels sont les problèmes? Quelles sont les solutions qu'on peut envisager? On en parle avec nos experts. Jérôme Nicole, consultant indépendant, expert en infrastructure télécom et informatique. Vous fournissez, vous, du savoir-faire d'opérateurs et d'hébergeurs à des entreprises, des services publics pour qu'ils gagnent en maîtrise et en coût sur les plans de la numérisation de leur activité. À côté de vous, Laurent Silvestri, vous êtes cofondateur de Destiny, qui est un groupe européen fournisseur de solutions de communication d'entreprise, avec 2 filiales en France, OpenIP by Destiny et IP-Line. Alors, vous êtes également, d'ailleurs, je précise, président du CDRT. Qu'est-ce que c'est? C'est le club des dirigeants Réseau et Télécom. Réseau et Télécom. Bonjour à tous les deux. On va commencer ensemble, Jérôme Nicole. Quelle est d'abord cette problématique aujourd'hui qu'on rencontre sur la couverture mobile à l'intérieur des bâtiments? La principale problématique vient des normes d'isolation des bâtiments pour leur performance énergétique qui imposent des matériaux isolants qui absorbent ou reflètent les ondes radio. Et qui font que sur les très jolis sièges de grandes entreprises françaises ou sur les nouveaux espaces de coworking, en fait, on a de plus en plus de problèmes de réception. C'est-à-dire que les téléphones doivent émettre pleine balle et reçoivent très peu de la part des antennes qui sont dans le domaine public. Pour caricaturer, mieux le bâtiment est construit, plus on a de problèmes avec la couverture mobile intérieure. Exactement, surtout si on ne l'a pas prévu. Et parce qu'on dépend des antennes extérieures, en fait, c'est ça le souci. Tout à fait. Et la prolongation des réseaux du domaine public vers l'intérieur demande des aménagements spécifiques et des offres commerciales adaptées qui, aujourd'hui, ne sont pas tant que ça. Alors, Laurent Silvestri, vous travaillez avec les entreprises, vous répondez à leurs besoins justement en télécom. Comment vous définiriez la situation, les usages aujourd'hui de la couverture mobile en entreprise ? On va dire que la mobilité se développe de plus en plus. On a aujourd'hui 95% des Français qui sont équipés d'un téléphone mobile, 90% d'un smartphone. Donc évidemment, c'est le premier outil des salariés, des entreprises. C'est aussi celui qui est préconisé dans l'usage de tous les jours. Et on a environ 70% des salariés qui utilisent leur smartphone pour aller sur Internet ou pour téléphoner au quotidien. Donc on est vraiment dans un usage... on ne peut pas faire sans cette couverture mobile. On ne peut plus faire sans cette couverture mobile, tant en indoor qu'en outdoor, évidemment. C'est vraiment la grande priorité des entreprises. Et puis on le voit même sur les solutions de communication d'entreprise, donc celles qui permettent de faire de l'audio, de la vidéo ou du chat qu'on utilise un peu au quotidien. Le smartphone, finalement, devient le premier outil qu'on souhaite utiliser, beaucoup plus que son téléphone fixe. Alors, cela dit, quand on est dans des lieux comme ce studio, par exemple, on oublie la couverture mobile, on se met en Wi-Fi. Finalement, est-ce que c'est pas ça la solution? Une box, du Wi-Fi? Alors, le Wi-Fi, déjà, c'est pas un protocole très élégant, pas très fiable, pas très performant en termes d'usage du spectre radio. Et c'est un peu la jungle. C'est-à-dire que si vous êtes dans un immeuble où chacun a sa box et qu'il y en a 40 qui parlent en même temps, pour le coup, elles vont se brouiller les unes les autres. Les réseaux mobiles cellulaires, en fait, sont beaucoup plus intelligents. La répartition du spectre est planifiée, elle est orchestrée. Et pour le coup, on n'a pas ces problèmes de perturbation. Et le protocole est beaucoup plus élégant dans le sens où les terminaux et les cellules négocient entre eux la bonne puissance, la bonne fréquence pour s'adapter à l'usage. Alors pour reprendre votre terme, est-ce que la 5G est plus élégante dans son protocole que la 4G? Encore plus. Alors pour le coup, la 5G amène notamment le fait que les terminaux peuvent discuter entre eux et communiquer directement, en plus des informations de synchronisation par la cellule. Et qu'est-ce que ça change? Alors ça change notamment pour les usages nouveaux dans l'industrie ou pour les véhicules connectés. Ça permet d'amener un canal de communication direct, donc à très très faible latence et à haut débit, qu'on n'était pas encore capable de faire avec la 4G, où il fallait systématiquement repasser par le réseau. Ouais. Alors comment font ces entreprises, ces TPE, ces PME pour régler ce défaut de couverture de réseau à l'intérieur des bâtiments? Alors, on s'en sort aujourd'hui. Les opérateurs donc, ont acheté des licences 4G, 5G auprès du régulateur, auprès de l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, qui leur donne une exclusivité de déploiement de ces ondes, de ces antennes, à la fois en indoor et en outdoor. Donc elles ont vraiment cette exclusivité de déploiement. Les opérateurs proposent des solutions de couverture indoor, qui sont des extensions finalement des antennes pour qu'on puisse couvrir l'intérieur du bâtiment.
Mais ces solutions sont mono-opérateurs. C'est-à-dire que si vous prenez en fait une offre chez SFR, vous allez avoir une couverture indoor qui sera une couverture SFR et pas une couverture triple opérateur. Ce qui pose évidemment un problème puisque la plupart des salariés ne choisissent pas un seul opérateurs, mais sont avec leurs propres équipements, avec un choix d'opérateurs variés. Donc il n'y a pas de mutualisation, c'est pas possible aujourd'hui de mutualiser cette connexion à l'intérieur des bâtiments ? Il y a effectivement des solutions techniques et des offres sur le marché, mais qui représentent... Mais pas proposées par les 4 grands opérateurs ? Non, il faut passer par des intégrateurs. D'accord. Voilà. Donc ça s'appelle des Distributed Antenna Systems. Oui. Et ensuite, c'est l'intégrateur de ce DAS qui va inviter les opérateurs à venir raccorder leurs équipements dessus. Voilà. Ça a un coût pour l'installation de chaque opérateur et pour la connectivité de l'opérateur en lui-même vers le reste de son réseau. Aujourd'hui, c'est des solutions qui sont financièrement pas supportables par des TPE ou des PME, surtout en flex office ou en coworking. Et donc, on pourrait considérer que c'est de la responsabilité du gestionnaire du foncier d'amener ces capacités de couverture. Comme le droit d'accès à Internet, en fait, on pourrait considérer que le droit d'accès au mobile... La connectivité deviendrait un accessoire au foncier. Oui. Ok, intéressant. Là-dessus, sur le problème du coût que ça représente pour les entreprises, parce que là, on parle d'intégrateurs, ils font typiquement partie du CDRT, les intégrateurs. Donc, Oui, en partie. Le CDRT, c'est un petit club qui rassemble 230 intégrateurs, mais qui réalisent environ 850 millions de chiffres d'affaires. Donc, on y retrouve 200 intégrateurs, mais à l'échelle nationale, on en a plus de 2000. Ouais. Donc, on a vraiment une couverture du territoire qui est très prononcée. Aujourd'hui, ces intégrateurs, finalement, pour un client, on a la capacité de trouver ces équipements. Donc ces équipements peuvent être importés. Il faut faire attention évidemment par la manière qu'on utilise pour se sourcer de ces équipements. Il ne faut pas les acheter sur Internet. On peut trouver des équipements qui ne sont pas certifiés CE, qui ne sont pas prêts à l'importation. Et puis surtout, ils doivent être déployés par des professionnels, puisqu'en fait, on a des problématiques de perturbation des ondes qui peuvent être créées par ces propres équipements. Donc en fait, un professionnel... Ça perturberait quelles ondes ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vient semer comme panique, là, si on ne prend pas le bon équipement ? Alors, on va dire que les ondes radio sont multiples, elles sont utilisées pour différents domaines. Les opérateurs télécoms les utilisent, on utilise certaines fréquences pour diffuser les ondes 4G et 5G. Et si les équipements qui sont installés perturbent l'ensemble des ondes radio, on va avoir des problèmes, par exemple, sur l'armée, les ondes militaires... qui est un premier... Alors là, on peut avoir des problèmes juridiques, là, vis-à-vis de la loi. La régulation prévoit, donc, avec son bras armé, l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences radio, des amendes journalières qui peuvent aller jusqu'à 700 € en cas de perturbation du spectre, d'une bande de spectre sous licence ou à usage de la sécurité civile. Mmh. Donc prudence, bien choisir son intégrateur. Et alors, en termes de matériel, vous disiez qu'il faut acheter du matériel CE, évidemment, mais quel matériel ? De quoi on a besoin aujourd'hui pour avoir la connexion parfaite, idéale à l'intérieur ? Alors, on a besoin de ce que préconise l'opérateur qui va assurer la couverture. Puisque pour avoir une continuité sur le réseau public, on a de toute façon besoin d'un équipement qui soit capable d'être connecté au réseau de l'opérateur public. Ou des opérateurs, parce qu'on disait qu'on peut avoir des équipements mutualisés. Alors non, la partie passive, les antennes peuvent être mutualisées. Aujourd'hui, les opérateurs, en dehors du cas exceptionnel du New Deal mobile, pour la couverture des zones rurales, ils ne mutualisent pas les équipements actifs. Ah. Voilà, ce qui, pour le coup, fait exploser l'empreinte économique, capitalistique et environnementale des réseaux. Mais ils refusent la mutualisation de ces équipements parce que si tout le monde partage ces équipements, il n'y a plus un meilleur réseau. Donc on n'a plus de concurrence par les infrastructures. Donc on va acheter 3-4 boîtiers. Et oui, là pour le coup, je fais un déploiement justement dans une foncière parisienne, donc un immeuble de bureau. On a 6 équipements radio Bouygues, 6 équipements radio Orange et on a SFR qui arrive derrière avec autant d'équipements. Là-dessus, on peut travailler au niveau peut-être du régulateur, de l'ARCEP, sur une solution plus intelligente énergétiquement et économiquement ? Ils l'ont déjà fait dans le cadre du New Deal mobile. Et la question est de savoir si justement c'est un cadre qui serait intéressant. C'est pour les couvertures extérieures. Là, on parle de l'intérieur. Voilà. Pour l'instant,
Pour l'instant, il faut se mettre d'accord en fait sur les normes d'interconnexion des équipements. Et on a aujourd'hui une bataille qui est plus de l'ordre de la géopolitique avec les Américains et le consortium ORAN qui essayent d'imposer des normes très flexibles, modulaires, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas de filière d'équipementier. Ouais. Et donc ils essayent de casser le marché pour bloquer les Asiatiques. Alors qu'en Europe, on a déjà des équipementiers, en France notamment, qui ont des solutions beaucoup plus simples et robustes et beaucoup plus accessibles. Des solutions qu'on exporte ? Déjà le boulot. Ah oui, on les exporte, notamment en Asie, parce qu'en fait, en France, on ne peut pas les utiliser, faute de spectre et d'accord des opérateurs. C'est quand même ça le comble, non ? Oui, mais c'est des grosses machines, nos opérateurs historiques, et donc il y a toujours un petit peu d'inertie et toujours un petit peu de politique aussi. Alors, on parle des opérateurs historiques, mais enfin, il y a aussi tout un volant d'opérateurs alternatifs qu'on appelait, je ne sais pas si on les appelle toujours comme ça, les MVNO, les opérateurs mobiles virtuels. Alors, on les retrouve à la fois sur le fixe et sur le mobile, finalement. C'est principalement, on va dire, des DSI externalisés pour les entreprises, des installateurs de proximité, qui ont comme rôle à la fois de déployer le réseau fixe, le réseau mobile, et puis surtout les services numériques qui vont servir à l'entreprise. Donc, on les appelle opérateurs de services numériques de proximité. Il y en a environ 2000 en France. Tous n'ont pas nécessairement le même niveau de maturité, la même taille, mais ont l'avantage d'apporter un service d'accompagnement de proximité dans cette transformation vers le numérique, notamment aux petites entreprises. Et ça représente combien d'acteurs à peu près, ces opérateurs alternatifs ? Environ 2000. Même si ils ne sont pas tous déclarés à l'ARCEP, mais l'ARCEP en a environ 2000 de déclarés finalement, et tous n'ont pas le même éventail de services. Évidemment, puisque les entreprises ont besoin de nombreux services numériques et il faut beaucoup d'expertise. Alors c'est ça, qu'est-ce qu'on propose de plus que d'assurer une bonne connexion dans l'entreprise ? C'est vraiment le service de proximité, la prise en main, accompagner l'entrepreneur dans ses choix, dans ses décisions, et puis l'accompagner dans la mise en œuvre et la maintenance des services au quotidien. Alors typiquement, ces intégrateurs, aujourd'hui, dans le cadre du déploiement de couverture indoor, ils sont capables d'amener donc ces solutions à des coûts qui ne sont pas les mêmes que ceux proposés par les opérateurs, notamment parce que l'architecture est beaucoup plus simple. Et on parle aujourd'hui pour une couverture d'un bâtiment, pour un étage par exemple, d'environ 100 mètres carrés, d'un investissement de l'ordre de 5 000 € pour une couverture indoor. Et puis ça peut atteindre évidemment plusieurs dizaines de milliers d'euros quand on parle d'un bâtiment qui a plusieurs étages et plusieurs dizaines de centaines de salariés. Vous vouliez réagir, Jérôme Nicole, sur les opérateurs alternatifs ? Alors, il y a aussi d'autres possibilités d'usage de ces technologies, d'ores et déjà disponibles et made in France. Ce sont les réseaux privatifs. Parce qu'il y a énormément de fréquences qui sont allouées et réservées aux opérateurs qui refusent de les sous-louer. Refusent, ils sont... Si, les license sharing agreements, ça existe dans d'autres pays, mais pas chez nous. D'accord. Légalement si, mais commercialement non. Il y a aussi les usages de réseaux. Aujourd'hui, on a plusieurs opérateurs alternatifs, donc c'est bien qu'ils utilisent les réseaux des grands opérateurs. Ça existe quand même. Oui, dans le cadre des MVNO, mais dans ce cas-là, on ne maîtrise pas la partie radio. Et il y a aussi... Et donc si on veut faire sa propre 5G avec son réseau à soi, aujourd'hui, c'est pas possible en France. Ah si, je le fais dans mon garage. Bon bah alors, bien. Non, c'est pas un souci. C'est juste que pour le coup, il faut utiliser des bandes soit libres, soit accessibles. Et donc on a 40 MHz de spectre, donc la bande 38 qui est régulée. Et donc on peut prendre une licence pour quelques kilomètres carrés, pour de l'indoor, etc. Donc c'est notamment utilisé aujourd'hui par les membres de l'AGUR, dont font partie la SNCF, Air France, Aéroport de Paris. Donc il y a des déploiements en cours là-dessus. C'est ce que vous appelez le réseau privatif ? Oui. Et on peut aussi utiliser la bande 39, qui est celle qui recouvre l'ancienne bande du DECT, le DECT, oui. Donc la téléphonie sans fil privée, sur laquelle on peut rajouter tous les services d'un réseau 4G, 5G. Mais alors, il ne faut plus utiliser son téléphone. Si, on peut utiliser les deux en même temps ? On peut utiliser les deux en même temps, et les deux cohabitent très bien. Et en fait, ça permet, plutôt que d'avoir juste un téléphone pour téléphoner, d'avoir un smartphone ou une tablette connectée, par exemple. Je dirais la première application, ça va être pour un hôpital. Oui. Alors, moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, on a beaucoup d'options, de solutions. Et sur le marché, c'est aussi disparate que ça ?
Les solutions qui sont choisies par les entreprises. Les clients cherchent avant tout à avoir une couverture indoor. C'est la solution qui est attendue. Donc, la plupart des intégrateurs, notamment celui du CDRT ou les membres du SNIR, le syndicat national des installateurs radio, déploient aujourd'hui des couvertures indoor qui sont tolérées, on va dire, par le marché, avec des contrôles de l'ANFR qui sont faits, évidemment, et qui peuvent évidemment amener des amendes si les déploiements ont mal été faits. Mais aujourd'hui, la NFR est assez tolérante et va principalement demander que les solutions soient réglées pour ne pas gérer de problèmes de couverture. Donc les déploiements existent, les clients bénéficient de ces déploiements. Évidemment, plus on améliore la couverture énergétique des bâtiments, plus on se retrouve dans cette situation. Et c'est aujourd'hui l'entreprise qui porte cet investissement plutôt que les opérateurs mobiles qui seraient normalement ou qui devraient être chargés eux-mêmes de la couverture. Ou le gestionnaire d'immeuble, disait Jérôme Nicole aussi. C'est ma vision et c'est ce qu'on est en train d'expérimenter. Alors, on a parlé de la problématique économique, de la problématique énergétique. On n'a pas évoqué la question des ondes, parce que finalement, si on multiplie les équipements, si on multiplie le type de réseau disponible dans l'entreprise, est-ce qu'on ne va pas générer un surplus d'ondes électromagnétiques pour les employés dans les bâtiments ? Alors, à supposer que la quantité d'ondes électromagnétiques de si faible puissance puisse poser le moindre problème. Oui. Voilà. Et la science nous dit juste, on a cherché, on n'a pas trouvé. Pour l'instant, tout à fait. En fait, plus il y a d'antennes, moins il y a d'ondes. C'est assez contre-intuitif, mais la puissance radio nécessaire va au carré de la distance entre les deux équipements. Donc moins mon équipement fait l'effort d'aller chercher une cellule, moins il va émettre. Voilà. Et donc, effectivement, s'il y avait le moindre problème sanitaire, notamment avec les ondes électromagnétiques, alors il faut de la couverture indoor pour rassurer tout le monde. C'est très contre-intuitif, parce qu'on se dit que si on est entouré d'antennes, a priori, on va être davantage soumis c'est de la physique. À du champ électromagnétique. Bon. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, finalement, aujourd'hui, ce sont les smartphones en recherche de réseau qui dégagent des ondes les plus dangereuses. Ouais. Donc quand il n'y a pas de réseau, c'est le smartphone qui va finalement dégager les mauvaises ondes. Puissante, pas dangereuse. Puissante. Tout à fait. Cette question de la couverture intérieure, j'ai l'impression qu'on n'est pas très nombreux quand même à l'adresser en termes de problématiques. Les opérateurs travaillent quand même dessus. J'imagine que pour eux, c'est un enjeu économique super important, du fait justement de la pérennisation du télétravail, des nouveaux modes de télétravail. Ils sont obligés aujourd'hui de répondre à ces problématiques à l'intérieur. On a vu des grands opérateurs d'ailleurs sortir des nouveaux équipements pour accompagner leur box, faire des relais. Les femtosas. Ça veut dire qu'on va avoir un marché qui va aussi se contracter peut-être du côté des opérateurs alternatifs si les opérateurs classiques répondent à ces enjeux. Ah oui, et justement, il va falloir pérenniser l'accessibilité des réseaux mobiles via les MVNO et les MVNE. Aujourd'hui, c'est peu encadré. MVNE les enablers, en fait, donc des entreprises intermédiaires qui facilitent l'accès au marché. D'accord. Sauf qu'il y en a un qui vient de se faire racheter par un MNO, donc un gros opérateur, et donc dont l'offre va disparaître. Et on a ce problème, en fait, de reconcentration et fermeture du marché. Plutôt que d'essayer justement de l'ouvrir pour être capable de faire de la concurrence par l'innovation et les services et pas par l'infrastructure telle qu'elle est refermée, resserrée, et ce qui nous empêche de déployer des alternatives, notamment pour l'indoor. C'est aussi votre perception ? Oui, aujourd'hui, on voit évidemment une concentration sur le marché. Il est vrai que sur le marché du mobile, notamment, on a une faible ouverture du marché. Les opérateurs ont payé leur licence relativement cher. Il y a peu de MVNE. Et en tous les cas, la plupart des MVNE proposent simplement un seul réseau, celui d'Orange, celui d'SFR ou celui de Bouygues. Et c'est vrai qu'on avait, il y a quelques temps, et encore pour quelques temps, un MVNE multi-réseau qui proposait des offres SIM qu'on pouvait exploiter sur trois réseaux. Ouais. Ce qui donne évidemment des alternatives. Quand on prend une entreprise qui est multisite, qui doit faire le choix d'un seul opérateur, elle se retrouve finalement souvent dans des problématiques qui sont un peu complexes. J'ai deux bâtiments qui sont couverts par mon opérateur, mais le troisième ne l'est pas. Comment je fais ? C'est une véritable problématique. Donc, encore une fois, je remets le sujet du régulateur sur la table, mais ça, c'est des choses dont vous pouvez discuter avec l'ARCEP ?
Alors aujourd'hui, les licences sont attribuées aux opérateurs avec une obligation de définition d'un cahier des charges qui permettrait aux intégrateurs, aux opérateurs de proximité, d'améliorer ces couvertures. Le cahier des charges est en cours de discussion entre l'ARCEP et les opérateurs, comme dans d'autres pays d'ailleurs finalement. Et puis aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que pour le moment, les opérateurs imposent dans le cadre du cahier des charges des contraintes qui sont beaucoup trop complexes à respecter pour des installateurs d'antennes radio. Oui, c'est là encore, ça favorise plutôt les gros acteurs que les petits. Exactement. Merci beaucoup, on doit s'arrêter là. On y travaille. Très bien, continuez à travailler, on compte sur vous. Merci beaucoup Jérôme Nicole, consultant indépendant en infrastructure télécom informatique, et Laurent Silvestri, cofondateur du groupe Denesti et président du CDRT. Juste après la pause, on se retrouve pour un Smart Tech sur l'innovation avec un et demain autour de nouvelles pompes cardiaques qui passent en phase d'essai. Et puis on va aussi parler de la valorisation des déchets grâce au biomimétisme.